Eh ben, parfait, je vais recommencer. Merci. J'ai parlé dans le vide pendant une minute, c'est pas grave. Bonjour à tous et bienvenue sur cet atelier numéro 3 de Bercy France Export, qui est donc un atelier dédié aux outils de financement direct à l'export. Je suis Pierre-Elliott Rozan, je ne suis pas Monsieur Couéraud, je suis Pierre-Elliott Rozan, je suis le chef du bureau des financements directs à l'export, près FASEP, le bureau Fininter 2, pour ceux qui connaissent un peu l'organigramme du Trésor. L'idée aujourd'hui, c'est d'échanger sur la doctrine des prêts et du FASEP pour vous accompagner à l'export, à quoi ils servent, quels sont leurs éléments d'actualité, et puis de pouvoir échanger avec deux porteurs de projets qui ont bénéficié de ce type d'outils au cours des dernières années, avec des retombées export pour leur boîte ou pour la filière qu'ils représentent. Nous aurons des interventions de Raphaël de Tramazur, qui est directeur associé chez FSE Export et qui a bénéficié de 3 prêts du Trésor au cours des dernières années au Rwanda, au Kenya et en Mongolie. Et une intervention de Romain Viavant, qui est responsable du pôle international chez Groupe 8 et qui a bénéficié d'un FASEP au Vietnam dans le secteur de l'eau à Ho Chi Minh Ville. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais vous présenter sur les slides qui vont défiler à l'écran des éléments de doctrine et d'actualité sur nos outils. Je vais vous rappeler à quoi ils servent, comment est-ce qu'ils peuvent être utilisés et leur cas d'usage. Et puis ensuite, on passera à la présentation par les intervenants. Et l'idée ensuite, c'est d'avoir un échange assez libre sur vos questions, les retours d'expérience sur les outils. Voilà, donc on a 1 heure. On pourra sans doute pas tout aborder en 1 heure. Donc moi et mon équipe, plutôt mon équipe et moi, on est complètement à votre disposition pour pouvoir échanger sur le fond, sur vos projets, sur vos prospects et sur la manière dont on peut vous accompagner. Donc je vais passer donc à mes premiers slides. L'idée, on voit le slide sur les financements directs à l'export. Parfait. C'est de vous présenter les deux blocs, d'outils de financement direct, les FASEP et les prêts du Trésor, qui ont en commun d'être des instruments de soutien à l'export pour les entreprises réalisant des projets à l'international. La géographie d'intervention de ces outils, c'est globalement celle de la politique de financement export dans les pays en développement. Ce sont des outils souverains au bénéfice d'acteurs publics. C'est un élément important sur lequel je reviendrai. Et c'est une instruction qui est menée en direct par le bureau Fininter 2 au Trésor, par l'équipe de mon bureau, avec, pour ceux qui ont déjà bénéficié de ces outils, un back-office qui est effectué par la banque Natixis. Donc, un FASEP, en commençant par là, ça peut être soit un FASEP étude, donc un FASEP qui vient préparer un projet aval d'infrastructure ou d'équipement significatif dans un pays en développement, ou un FASEP innovation verte qui est un démonstrateur de technologies innovantes vertes en particulier, et qui est un outil qu'on a rajouté à la palette il y a quelques années. Ensuite, sur le prêt du Trésor, ça se structure en 2 outils. L'historique, les prêts concessionnels, donc pour ceux qui connaissent un peu et qui étaient là il y a quelques années, c'est les RPE, la réserve pays émergents, qu'on appelle prêts concessionnels aujourd'hui, et puis les prêts directs, qui sont donc des prêts non concessionnels qui financent également vos projets à l'export. On va passer donc à la slide sur les principales informations sur le FASEP. Le FASEP, typiquement, c'est un don ou une avance remboursable qui vient amorcer vos projets à l'export, qui vient amorcer des projets qui sont portés par des entreprises françaises. L'idée, c'est vraiment d'être dans une logique de démarrage d'un projet aval plus large. Ça peut être faire une étude sur la réalisation d'une infrastructure significative dans le secteur de l'eau, dans le secteur de la santé, dans le secteur des énergies renouvelables, pour ensuite préparer le terrain pour le marché aval qui est donc une volonté du pays ou des autorités du pays de s'équiper avec, par exemple, une usine hydraulique ou plusieurs hôpitaux ou une infrastructure ferroviaire structurante. Donc, c'est vraiment financer les études en amont. Ou alors, ça peut être un démonstrateur qui vient être un peu le proof of concept ou plutôt la preuve pour le marché que votre technologie, elle marche. Elle peut être industrialisable et donc votre démonstrateur financé sur FASEP va permettre de démontrer l'utilité de votre solution et en faire une vitrine de vos technologies à l'international. Sur les montants,
traditionnellement communiqué sur des montants entre 100 et 800 000 euros. Je reviendrai un peu plus tard sur cette distinction, mais globalement aujourd'hui, dans le cadre de contraintes financières qui sont partagées bien sûr par les administrations publiques, on essaie d'avoir des FASEP qui tournent autour de 400 000 euros et max 500 000 euros. Après, il y a toujours possibilité d'avoir des aménagements, mais on a des contraintes budgétaires qui font que pour pouvoir servir un maximum de FASEP dans les meilleures conditions, on essaie de contrôler ce budget au maximum. Toutes les entreprises peuvent en bénéficier. En priorité, on le remarque, c'est plutôt des PME qui en bénéficient. Et l'instruction et la sélection, elle est faite avec un comité interministériel. On a, nous, bien sûr, la DG Trésor, mais également l'ADB, la direction du budget, pardon, le ministère de la Transition écologique, le ministère des Affaires étrangères, l'AFD, puis on peut faire venir d'autres intervenants sectoriels comme le ministère de la Santé ou le ministère de l'Agriculture, bien sûr. Sur le slide suivant, je vais vous présenter juste très rapidement la différence entre FASEP études et FASEP innovation verte. J'en ai déjà un peu parlé, mais FASEP études, on est vraiment pour faire dans une logique de faire émerger un projet de développement aval à forte valeur ajoutée française. Et on veut intervenir au plus proche de la réalisation du projet aval. Donc, ce qu'on cherche, c'est vraiment, quand on instruit le projet, avoir la compréhension de quelle est la solution aval qui va être ouverte à des entreprises françaises, quel est le marché qui va être ouvert. Et on ne finance pas des études dans l'absolu. On veut que ça s'inscrive dans quelque chose une logique un peu concrète et qu'il y ait une vraie volonté du pays en développement de s'équiper de la solution aval. Sur le FASEP innovation verte, donc la logique de démonstrateur, c'est vraiment pour vous acquérir une première référence à l'export. On l'a beaucoup fait, par exemple, sur les lampadaires solaires, les luminaires solaires, pardon, dont on a parlé ce matin. Je pense que les FASEP ont été assez utiles pour montrer que les solutions françaises et les PME françaises servaient et il y avait un vrai modèle économique derrière. Et aujourd'hui, c'est un secteur qui peut se passer de FASEP sans difficulté et qui aujourd'hui remporte des marchés à l'international. Et donc, l'idée, c'est que la technologie, elle doit être suffisamment mature. C'est pas de la R&D, ce qu'on finance sur les FASEP, mais on est vraiment au stade de l'industrialisation. En passant sur le slide suivant, qui est donc quels sont les critères de sélection pour les FASEP. Je pense que c'est un slide qui est assez important parce que dans un univers où on a une certaine contrainte sur les FASEP qu'on peut faire budgétairement, on reçoit plein de FASEP qui sont bons, mais on va sélectionner les meilleurs. Et donc, c'est vraiment chacun de ces critères qu'on va chercher à optimiser quand on regarde quels sont les projets qu'on va choisir. Alors, le premier, c'est peut-être le critère de la part française. Il faut que les services et équipements qui sont contenus dans la prestation soient à 85% de la part française, parce que la logique, c'est d'entraîner une filière, c'est d'entraîner des exportations françaises. Et donc, au-delà du FASEP même, on cherche à savoir que dans le projet aval, il y a du contenu français, il y a une capacité de l'industrie française de participer au marché aval. Et bien sûr, on regarde l'implication des PME, en particulier dans les clubs de suivi qu'on vous demande de constituer pour partager les résultats du FASEP. L'appropriation locale, évidemment, est très importante. On demande vraiment des marques d'intérêt marquées, des bénéficiaires locaux de ces prestations, au-delà même d'un courrier d'intérêt d'un bénéficiaire disant que la solution est intéressante. On veut vraiment un sentiment, une vraie compréhension que derrière ça répond à un besoin et qu'il y a une priorisation du projet aval dans les plans d'investissement par exemple ou les plans d'équipement, et la capacité également à prendre en main la solution. Donc l'idée c'est pas de financer des éléphants blancs, mais c'est toujours de financer des projets avec une capacité de maintenance et qui 2 ans après existent toujours et sont toujours des vitrines du savoir-faire français. L'innovation, je ne reviens pas dessus, évidemment. L'impact environnemental et social, le FASEP, ça rentre dans l'aide publique au développement, donc il est évident qu'on va chercher à avoir un impact positif, environnemental et social à travers ce qu'on finance, et les membres du comité y sont particulièrement sensibles. Et enfin, je peux y revenir un petit peu, mais la probabilité de réalisation du projet, c'est quelque chose qu'on regarde particulièrement pour maximiser l'effet de levier. Et donc, dans les critères qui vont nous amener à voir s'il y a un vrai effet de levier, c'est est-ce qu'il y a une capacité à financer la solution aval. Donc, est-ce que des bailleurs publics, les ministères locaux ou des bailleurs internationaux ou l'AFD ou des fonds, je ne sais pas, sont en capacité de financer la prestation aval qu'on cherche à promouvoir pour l'export français.
Et on sait que dans certaines géographies où il y a beaucoup de FASEP, parfois, il y a une capacité de financement à l'international qui sont limitées. Donc, la possibilité qu'il y ait des vrais retombées export pour la France peuvent être limitées. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on va pas mal regarder. Je vais maintenant passer au slide sur les priorités actuelles. Magali Cézanne ce matin a présenté les retours sur l'appel à projet qu'on avait lancé sur les FASEP, sur la décarbonation des projets, des services essentiels. On est vraiment très contents des projets qui nous ont été apportés, des projets qu'on a pu sélectionner. On a eu une soixantaine de soumissionnaires et 19 projets qu'on a retenus pour un montant de 8,8 millions d'euros d'enveloppe engagée avec des projets très divers sur des géographies diverses. On est assez enthousiaste sur les projets qu'on va pouvoir accompagner. On réfléchit au lancement de la prochaine édition. On réfléchit un peu au thème, aux critères de sélection, mais dans la deuxième partie de l'année, a priori, on croise les doigts, mais on va pouvoir lancer un nouvel appel à projet. Et donc, on vous reviendra sur le thème et on communiquera dessus. On pense que c'est vraiment un élément intéressant pour communiquer sur cet outil, pour générer de l'envie d'exportation auprès des entreprises. Pourquoi j'insiste autant sur les critères de sélection du FASEP? C'est parce qu'on est dans un contexte de normalisation de l'enveloppe. On revient au standard historique autour de 25 millions d'euros. Au cours des dernières années, on approchait la centaine de projets FASEP qui nous arrivaient. Aujourd'hui, on n'est pas dans une capacité à distribuer autant de subventions ou d'avances remboursables. Donc, ça nous amène vraiment à prioriser et à être vraiment dans une logique de sélectionner les projets les meilleurs. Donc, on va regarder le caractère stratégique des projets, bien sûr, pour la relation bilatérale ou pour la filière industrielle française. On va vraiment s'assurer qu'il y a des retombées export à l'aval, qu'il y a de la part française dans la retombée export. Typiquement, ça fait pas nécessairement sens de financer un super démonstrateur avec 85% de part française si dans la solution aval, de toute façon, ce sera de l'équipement indien ou chinois ou turc parce que compétitivement, on n'arrivera pas à se positionner sur l'aval. Je reviens pas sur le financement aval. Voilà, on a parlé de pas mal d'éléments. On va aussi avoir un travail sur le montant des opérations, s'assurer que ça rentre bien dans notre enveloppe globale et faire tourner les FASEP autour de 400 000 euros. Et on a une vigilance particulière sur la solidité des porteurs de projets. Il peut arriver qu'un porteur de projet à qui on a attribué un projet fasse faillite. Ça nous est arrivé. On veut absolument limiter ce risque parce que l'idée, c'est vraiment d'aider des boîtes à se créer un pipeline solide de projets à l'export et à se positionner sur du marché aval. Je vais maintenant passer sur les prêts du Trésor avant de passer la parole aux entreprises. Donc, petit rappel peut-être sur les principales informations relatives aux prêts du Trésor. C'est toujours un prêt d'État à État, c'est un financement souverain qui se fait à travers un traité, un accord intergouvernemental. On tourne sur les montants entre 5 et 70. C'est pas une règle absolue. On a fait des prêts du Trésor plus élevés. Tout type d'entreprises peuvent y soumissionner. Évidemment, nous, on essaie aussi de communiquer sur cet outil auprès des PME ETI pour s'assurer qu'elles le connaissent et qu'elles ont le réflexe de venir nous voir. Quelles sont les conditions et à quoi ça sert en fait? Ça sert en particulier quand il y a une forte concurrence étrangère, parce que le fait d'ancrer la relation commerciale dans une relation d'État à État, en fait, ça permet de sécuriser des parts de marché et de s'assurer pour des équipements ou des prestations françaises cette retombée export. Et on intervient en cas de défaillance du marché bancaire. Et l'idée, ce n'est pas de entre guillemets faire ce que les banques font, c'est d'intervenir là où elles ne peuvent pas, où elles ne veulent pas intervenir parce que les montants sont pas suffisants ou parce que leur politique de risque ne leur permet pas d'intervenir ou parce que les montants sont pas en adéquation. Sur le slide suivant, les grandes caractéristiques des prêts du Trésor, je pense que vous les connaissez, mais bien sûr le prêt concessionnel qui est de l'aide publique au développement et donc comme c'est un prêt qui coûte aux finances publiques françaises, on est particulièrement exigeant avec 70% de valeur ajoutée, donc de part française sur ces prêts et un élément don de 35%, donc des conditions financières qui sont très intéressantes et qui sont détaillées sur le slide.
Le prêt direct, donc, qui est un prêt non concessionnel, n'entre pas dans l'aide publique au développement, c'est du soutien export, au titre de l'arrangement OCDE, et 50% de la valeur ajoutée doit être localisée en France. Voilà, vous voyez les conditions qui sont sur le slide. Le prêt est fait aux conditions du TICR, avec une prime de risque pays et une commission d'engagement. Et toujours dans une logique de subsidiarité avec le marché bancaire, on a des possibilités de faire des prêts mixés. On a une convention avec la Fédération bancaire française pour définir les conditions de ces mixages. Typiquement, il y a une présomption de mix quand on est au-dessus d'un certain montant de 30-35 millions d'euros. On cherche un financement privé garanti par BPIAE pour compléter ce qu'on peut faire avec les prêts du Trésor. Et voilà, et donc typiquement sur des très gros projets, on va commencer en mettant autour de 20% de prêts du Trésor et le reste c'est du crédit bancaire garanti. Sur le slide suivant, je reviens peut-être très rapidement sur les avantages des outils de financement direct. On est en capacité avec l'équipe de faire une instruction souple et rapide, 3 mois pour les FASEB, 6 mois pour les prêts. L'accompagnement, il est aidé parce que vous avez un portage politique à l'occasion des visites ministérielles, de déplacements bilatéraux. Vous avez le service économique qui est à votre écoute, qui est là pour vous accompagner, pour vous donner des conseils, pour vous aider à établir le lien avec le bénéficiaire public. Voilà, ils ont vraiment l'habitude de ces outils. Et puis évidemment les conditions financières avantageuses. J'y suis revenu assez longuement. Quelques éléments d'actualité sur ces outils de financement direct. On observe une augmentation tendancielle du volume de nos financements directs. Alors la ligne tout en bas, c'est ce que la loi de finances nous autorise. Donc c'est pas ce qu'on a réalisé, mais c'est ce que la loi de finances nous autorise. En 2021, on avait 1 milliard de crédits ouverts. En 2022, on a 1,5 milliard de crédits ouverts. Ça, c'est donc ce qui est ouvert en loi de finances, mais derrière, en fait, les volumes de financement, donc les accords qu'on a signés, ils sont aussi en hausse. En 2021, on a signé pour 853 millions d'accords intergouvernementaux, enfin de projets financés sur accords intergouvernementaux. Ça correspond à 11 projets. 3 ont été signés en concessionnel, 5 en prêt mixé et 3 en prêt direct non mixé parce que ça représentait des montants qui étaient sous les seuils. Et en 2022, on s'attend aussi à faire des volumes conséquents. Pourquoi? Parce que dans un contexte où il y a pas mal de concurrence, ces outils sont assez utiles en fait pour établir une relation d'État à État, structurer la relation commerciale à haut niveau et sécuriser l'export. Et on voit vraiment des marchés qu'on a ouverts avec ces outils parce que ça permet un portage politique qui est significatif. Deuxième élément, on poursuit la mobilisation des PME et de secteurs économiques variés. C'est vrai que du fait de la structuration de l'économie française, on a pas mal de prêts qui sont sur le secteur des transports ou de l'eau, mais on cherche aussi à diversifier parce que je pense qu'il y a des possibilités d'aller plus loin, d'ouvrir d'autres opportunités, et puis de faire aussi des prêts qui sont ouverts aux PME. On a des chiffres qui sont tout à fait honorables, mais je pense qu'on peut encore donner envie d'export à d'autres types d'opérateurs. Enfin, on continue la mise en place du bonus climatique qui a déjà bénéficié à quelques projets. Vous savez, le bonus climatique, il permet de réduire un petit peu les exigences de part française dans le cas de projets qui rentrent dans la taxonomie européenne. Et donc, on peut accepter d'aller jusqu'à 60 ou 35% de part française sur nos prêts concessionnels ou directs. Voilà, ça fait donc à présent un quart d'heure que je parle. Il est temps de passer la parole à nos intervenants avec l'idée vraiment d'échanger sur les leçons qu'ils tirent de leur utilisation de ces outils, les bonnes pratiques, les écueils qu'ils ont pu rencontrer pour partager avec tous les membres de cet atelier. Je propose qu'on commence par le FASEP, comme pour la présentation, donc en commençant par Romain Viavant, qui est donc responsable du pôle international de Groupe 8, anciennement SCE Aménagement, si j'ai bien compris, et qui a bénéficié d'un FASEP à Ho Chi Minh Ville pour une étude de faisabilité sur l'eau. Alors, je vais tester. Est-ce que, Romain, vous m'entendez? Oui, je vous entends aussi. Bonjour à tout
Pas encore. Alors. Ça fonctionne de mon côté. On me fait signe que dans l'ordre, il faudrait plutôt que je passe la parole à Raphaël de Tramazur, qui est directeur associé chez FSE Export. Peut-être que c'est pour ça que le micro n'était pas ouvert. Raphaël, est-ce que vous m'entendez? Alors moi, je vous entends très bien. Je ne sais pas si vous m'entendez. Mais je ne vous entends pas, moi. Peut-être que c'est... Alors, est-ce que vous m'entendez? Ouais, moi, c'est Romain, je vous entends, Raphaël. Je ne sais pas si vous m'entendez aussi. Moi, je vous entends très bien, Romain également, ouais. Donc, je pense que le problème vient du bureau à Paris. Du coup, à mon avis, en ligne, ça fonctionne. D'accord. Ah oui, a priori, il y a des messages qui disent que les gens entendent. Si? Ok. Alors, je ne sais pas si je peux commencer mon intervention. Très bien, je vous remercie. Donc, je suis effectivement Raphaël de Tramazur, directeur associé de FSE. Donc, je remercie tout d'abord la Direction générale du Trésor de nous accorder cette opportunité de présenter notre structure et de présenter notre expérience sur les prêts concessionnels du Trésor. Donc, FSE, on est ce qu'on appelle un ensemblier, un intégrateur. On est spécialisé dans l'exécution de projets d'équipement hospitalier à l'international. On a historiquement une très forte présence en Afrique subsaharienne, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale et plus récemment également sur l'Afrique de l'Est, et notamment grâce à notre contrat en cours d'exécution au Kenya qui nous a ouvert les portes de cette région africaine grâce à la mise en place d'un prêt concessionnel. Donc, au niveau de notre activité, on a un focus très fort au niveau des marchés publics. On travaille essentiellement sur les appels d'offres internationaux qui sont financés par les banques de développement classiques qu'on va trouver dans la sous-région, Banque mondiale, AFD, Banque africaine de développement. Et on essaye également de structurer des projets avec apport de financement, soit via des crédits export, crédit fournisseur, crédit acheteur avec la BPI, ou effectivement grâce à la mobilisation du prêt du Trésor, prêt concessionnel pour ce qui concerne FSE. Donc voilà, notre histoire avec les prêts concessionnels, on peut éventuellement passer le deuxième slide. Ça commence en Mongolie en 2015 dans le cadre de l'exécution d'un projet touchant la réhabilitation du service des urgences d'Oulan-Bator. C'est un contrat de 5 millions d'euros qui aujourd'hui est complètement exécuté. Actuellement, on est en train d'exécuter notre gros projet au Kenya, qui est 32,2 millions d'euros, qui a deux composantes. Une composante urgence Covid et une composante santé maternelle et infantile, qui, elle, est une composante un peu plus structurante. Concernant l'urgence Covid, on est en train de finaliser les installations des équipements sur l'ensemble des sites. Une partie a déjà été inaugurée et sur la santé maternelle et infantile, on est en train d'expédier et d'acheminer les différents équipements sur les différents sites. Le Rwanda, c'est également un contrat dans le cadre de l'urgence Covid, c'est 10,2 millions d'euros.
On est en cours, on espère pouvoir signer notre contrat commercial assez rapidement maintenant, dans les semaines à venir, sachant que la convention, le protocole financier et la convention financière sont-elles déjà signées. Donc, on peut maintenant passer à aller un petit retour d'expérience à ce qu'on pourrait effectivement souligner dans ces projets-là. Alors, on a déjà vu un petit peu ces points-là déjà dans la présentation générale, mais effectivement, il faut, à mon avis, dès le départ, porter une attention toute particulière sur le choix du projet, à son scope, à son périmètre, qui doivent permettre de respecter les conditions générales du financement. Donc tout ça, comme ça a pu être dit, ça sera validé avec la Direction générale du Trésor, mais également avec le service économique, avec l'ambassade, avec les autorités locales, sachant que l'ensemble des autorités françaises se mobilisent pour nous apporter tout leur soutien. Donc, on va veiller effectivement que le pays soit éligible au financement. Bon, bah, ça, c'est un petit peu l'objet de cette journée, hein, avec le cadre, la politique de financement export de la France. C'est les cartes, c'est les pays éligibles. Ça, c'est renouvelé, c'est actualisé chaque année. On va effectivement veiller à ce que le projet soit éligible au financement. Donc, on est sur des projets qui sont non rentables, qui sont éligibles à l'APD, ça c'est essentiellement pour les préconcessionnels, et des projets qui sont assujettis à une forte concurrence étrangère et pour lesquels il peut y avoir effectivement de la défaillance du secteur bancaire, sachant que les prêts du Trésor viennent en subsidiarité du marché bancaire classique. Il va falloir effectivement aussi que le financement, le projet, le financement ait un intérêt pour le pays. Alors ça, en général, c'est pas le plus compliqué, sachant qu'on est sur des prêts qui sont vraiment très intéressants, très attractifs. On parle effectivement d'une part de don de 35%. Mais bon, on peut avoir des pays qui ont un endettement déjà fort ou qui, par rapport au secteur, ont déjà des engagements bancaires importants et ce ne serait pas le meilleur critère. Après, il faut que le projet, effectivement, pour le pays bénéficiaire ait un intérêt fort. Il faut vraiment que ça soit un projet prioritaire. Il faut qu'il soit en ligne avec les politiques ou les choix stratégiques définis par les gouvernements. Idéalement, il faut même qu'il soit inscrit dans les PAG, qui sont les plans d'action du gouvernement, pour qu'il soit vraiment acté comme un projet prioritaire est important. Il faut une forte appropriation du projet par le ministère de tutelle parce que l'instruction va être longue et si on veut la sécuriser, il faut effectivement qu'on ait ce soutien-là local. Il faut faire attention, ça c'est des petits conseils qu'on pourrait donner, à ce que le choix du projet ou la localisation du projet soit pas axé sur des considérations à moyen terme ou des considérations politiques, mais vraiment sur des notions de développement durable. Je pourrais citer un petit exemple, mais par exemple dans le cas d'un projet dans le domaine de la santé, si l'hôpital correspond à la ville du ministre, ça peut effectivement être un bon choix, mais s'il y a un changement de gouvernement, ce choix pourrait être remis en cause et toute la procédure, on devrait la reprendre avec notamment toutes les études de faisabilité. Donc ça, c'est quand même important à bien valider. Et puis, il faut effectivement, le dernier point, qu'il faut qu'il y ait un impact fort en termes de développement pour le pays bénéficiaire. Donc effectivement, il faut aussi, on parle d'argent public, hein, il y a une part de don, donc il faut qu'il y ait un intérêt important pour la France. On a déjà parlé de la valorisation de la part française, 70%. Bon, c'est un critère important, incontournable et qu'il faut vraiment prendre en compte dès le démarrage, hein, dès le démarrage pour structurer un projet sur lequel on puisse s'engager sur cette part française. Par exemple, dans le domaine médical, si demain on nous demande de travailler sur des IRM et sur des scanners, bon, nous, on ne pourra pas se positionner parce qu'on n'a malheureusement pas de fabrication française. Donc, ce sera à nous d'axer notre approche sur des secteurs comme les urgences, la maternité infantile, où on sait que là, on pourra apporter de la valeur ajoutée française. Il faut effectivement une forte visibilité du projet, mettre en valeur l'expertise française dans le domaine ou dans le secteur de l'activité, et puis essayer aussi effectivement cette visibilité qui pourra mettre en valeur également le financement qui a été mis en place. Donc, on l'a vu, mais c'est un projet qui doit contribuer à la politique d'aide au développement avec un fort potentiel et qui doit pouvoir illustrer la coopération entre la France et le pays bénéficiaire.
Ça doit être un nouveau marché avec effectivement un accès difficile de par la concurrence. Et c'est une opportunité pour les sociétés françaises, effectivement, de se positionner sur un marché sur lequel elles ne sont pas encore présentes et d'accroître leur présence. Il faut veiller à ce que le potentiel effet de levier soit vraiment présent. Ça, c'est un critère qui est vraiment pris en compte. Et c'est à l'exportateur, à la société de veiller à cela. Alors, effet de levier pour, par exemple, l'FSE, mais également, nous, on est un peu comme une locomotive sur nos projets. Hein, on est une TPE, mais derrière nous, dans les projets, on a une quarantaine, cinquantaine de sociétés françaises du secteur de la santé qui sont impliquées dans ce projet et qui elles-mêmes vont souvent pour la première fois livrer et installer des équipements dans le pays. Donc pour elles aussi, derrière, c'est des grosses opportunités d'accroître leur chiffre d'affaires et leur présence et leur développement à l'international. Et puis effectivement, il faut essayer d'intégrer autant que faire se peut un impact positif écologique. Dans notre secteur, ça va être dans le traitement des déchets médicaux, dans l'énergie. Donc il y a toujours moyen d'essayer de mettre une touche verte dans les projets. Effectivement, c'est des points positifs. Ensuite, sur la slide suivante, je souhaitais parler un petit peu de la préparation, de l'instruction. Bon, il faut bien intégrer dans la démarche que c'est des projets qui peuvent être longs. Entre les premières démarches et la signature du contrat, on peut être sur des durées de 3 ans. Ça, c'est assez commun. Donc, autant sur la France, effectivement, l'instruction peut être rapide, on peut être sur des 6 mois, elle est assez claire, assez encadrée. Il y a 2 passages en comité, il y a une mission d'expertise qui se fait entre les 2 passages, comité en prise en considération et ensuite le comité de décision. Quand on est sur les démarches locales, elles peuvent être plus longues parce qu'il y a effectivement l'implication de plusieurs ministères, le ministère de tutelle, le ministère des Finances, mais également tous les organismes de régularisation des marchés publics. Il va y avoir des conseils, passage en conseil des ministres, approbation par le Parlement. On est sur l'engagement de l'État, sur la garantie souveraine. Donc, il y a quand même tout un processus assez long. Il faut vraiment être bien vigilant sur ces étapes et prévoir quand même le temps nécessaire pour cela. Faudra penser à la requête officielle de financement qui doit émaner du ministère des Finances. Ça, il faut que très rapidement on puisse obtenir cette requête officielle. C'est d'ailleurs aujourd'hui un préalable pour passer en comité de décision qui est cette requête officielle qui soit formulée. Bien penser à l'étude de faisabilité qui va faire effectivement confirmer la pertinence technique du projet. Excusez-moi, oui, je vous écoute. Excusez-moi de vous interrompre. On est un tout petit peu pressé par le temps. Et si on veut laisser un tout petit peu de temps à Monsieur Viavant, je voulais juste… voilà. Ouais, alors effectivement, je vais peut-être essayer de faire plus court et d'abréger peut-être juste sur les points peut-être un peu plus essentiels. Donc peut-être juste sur cette slide-là, il y a le mode de passation de marché qu'il faut peut-être quand même bien étudier. Pour l'exportateur, on est sur des marchés publics, donc il y a un code des marchés publics à respecter. On va pouvoir négocier en single sources, en gré à gré. Mais pour ça, il va falloir mettre en place une value for money qui soit bien menée. Sinon, on va passer sur un appel d'offres franco-français. C'est plus rare, mais ça peut être le cas. Bon, effectivement, toutes les autorités locales, en général, sont là pour nous accompagner dans toutes ces démarches. Donc, dans la négociation du contrat qui peut être cette slide-là, donc sur le principal, c'est ne pas oublier qu'effectivement, le contrat va devoir être ensuite validé et par la Natixis et par les autorités locales qui peuvent être l'Attorney Général au Rwanda, qui peuvent être d'autres institutions dans d'autres pays. Il faut faire très attention à tout ce qui va être lié au sujet de fiscalité. Le marché doit être impérativement en hors taxe, hors douane. En aucun cas, l'argent du prêt concessionnel ne peut être utilisé pour payer des impôts.
localement. Donc ça, il faut vraiment faire attention parce que c'est vraiment des sujets de discussion. Sur le Kenya, on a dû pas mal batailler par rapport notamment à la withholding tax, qui sont des sujets qu'on retrouve dans pas mal de pays et qui sont liés aux prestations qui vont être effectuées localement. Donc ça, c'est vraiment un point de vigilance important à voir dès le départ. Il y a également les garanties. Il y a des spécificités sur ce genre de marché, donc elles doivent être émises par une banque française. C'est des garanties directes. Parfois, on va nous demander des garanties indirectes émises par des banques locales. Il faudra leur expliquer que pour ce marché, on ne peut pas. Et on ne peut pas parce qu'il faut veiller à la délégation des garanties en faveur de Natixis. C'est-à-dire qu'en cas d'appel, le paiement doit se faire directement auprès de Natixis et pas auprès du bénéficiaire. En général, les bénéficiaires sont plutôt habitués à ce que les paiements se fassent à leur niveau. Bon, les conditions de paiement, ça c'est du classique, hein, il faut veiller à ce qu'elles soient bien respectées. Ensuite, il y a aujourd'hui effectivement toutes les clauses contractuelles indispensables liées aux engagements de non-corruption. Là, il faut vraiment bien intégrer cet aspect-là. On est effectivement sur de l'aide publique au développement, on est sur des marchés publics, on représente un peu la France, donc il faut vraiment que tous ces aspects-là soient vraiment bien intégrés. De toute façon, Natixis veille à cela également. Concernant l'exécution, qui sera le dernier slide, bon, on est vraiment dans une exécution classique. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut faire attention à tout ce qui va être lié aux formalités de dédouanement, aux exonérations. Il y a des circuits qui peuvent être assez longs. Au Kenya, par exemple, on a un circuit qui est long, bon, maintenant qu'on maîtrise bien, mais si on ne le maîtrise pas, c'est des blocages en douane, c'est des surestaris, c'est des pénalités, et c'est quand même à chaque fois assez compliqué. Veiller s'il y a des travaux locaux qui doivent être entrepris par le bénéficiaire, faire un bon suivi pour pas que ça vienne entraver la bonne exécution de notre contrat et à un moment stopper nos prestations. Il faut bien identifier effectivement le circuit de paiement, toujours faire attention à la valorisation de la part française, hein, c'est un critère important qu'on doit nous intégrer et suivre au fur et à mesure de l'exécution du contrat. De toute façon, cette valorisation doit être faite également à chaque demande de décaissement auprès de Natixis. Il va falloir fournir les certificats d'origine, il va falloir fournir les certificats de pavillon français parce qu'il va être lié, tout ce qui va être lié au transport, idem pour les assurances. Il y a tous les rapports d'étape, il faut y faire attention, il faut bien les préparer. Et puis, veiller à une valorisation en général du projet qui peut être fait par des publications, qui peut être fait par des inaugurations, qui peut être fait par du marquage des colis. Voilà, tout ce qui va pouvoir mettre en valeur le projet, mettre en valeur le financement, il faut vraiment que ça soit intégré dans la démarche de l'exportateur. Et puis, le dernier point, ça serait le choix du partenaire local. Là, il faut aussi un partenaire qui soit efficace parce que effectivement il y a tout un aspect de prestation locale qui doit être mené et en tout cas nous dans notre métier sans un bon partenaire local on n'arrive pas à faire du bon travail. Donc voilà un petit peu sur les points de vigilance et les retours d'expérience. Donc en conclusion, bon, on peut dire effectivement que les prêts du Trésor, c'est effectivement un formidable atout pour les exportateurs français qu'il faut pouvoir les utiliser. Nous, FSA, on est une petite structure, on a bénéficié de trois prêts concessionnels. À chaque fois, ça nous a permis de grandir, ça nous a permis d'être plus visibles et de solidifier la structure. Et donc, pour tout cela, on remercie effectivement la Direction générale du Trésor pour le soutien qui nous est accordé à FSE. Donc, merci. Là, on m'entend ou pas? Pardon. Merci beaucoup, monsieur, pour votre intervention et pour ces éléments. C'était extrêmement clair. J'ai trouvé que ça faisait vraiment écho, moi, à des problématiques qu'on rencontre dans les projets qu'on mène au quotidien avec l'équipe. Je reviendrai pas sur tous les points, mais sur le lien avec le bénéficiaire local, sur des questions très pratiques de circuit de financement. Enfin, vraiment, j'ai trouvé que c'était extrêmement éclairant. Et merci beaucoup pour votre témoignage. L'horloge tourne assez vite et je crois qu'à 15h, la plateforme se ferme. Donc, je vais passer la parole à Monsieur Viavant, qui donc représente la société Groupe 8 pour un FASEP à Ho Chi Minh. Monsieur Viavant, je vous passe la parole en essayant que ça ne fasse pas de bug sonore. Allez-y. Très bien. Voilà, bonjour à tout le monde. Donc moi, voilà, je vais vous présenter un FASEP qu'on a mis en œuvre de 2010 à 2012 principalement avec le bureau d'études SCE.
donc dont la partie internationale a maintenant rejoint le groupe 8, ces 2 entreprises du groupe Keran. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis groupe 8. Donc c'était une étude de faisabilité pour un projet d'assainissement. Donc SCE est un bureau d'études de 400 personnes qui intervient en France et à l'international, notamment via groupe 8 sur tout type de projet urbain principalement. On peut peut-être passer à la diapo suivante. Donc, en fait, SCE était déjà présent au Vietnam, principalement sur justement du démarchage pour essayer d'identifier des projets. Et on a eu écho d'un projet Banque mondiale qui demandait un financement pour l'étude de faisabilité. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a sollicité donc un FASEP d'un montant d'environ 700 000 €, qui était vraiment axé sur la préparation du projet, d'un projet qui consiste en une canalisation de transfert des effluents et une station d'épuration. Donc, dans le domaine de l'eau et en particulier de l'assainissement, qui est un domaine justement avec forte valeur ajoutée française. Donc, un fort intérêt des sociétés françaises comme Suez, Veolia ou Lassor ou Vinci sur les questions d'assainissement et pour ce projet. On peut passer. Donc, nous, on a fait une proposition FASEP qui a été acceptée. Avec un projet qui était prévu pour durer initialement sur 2 ans, avec un montant, comme je le dis tout à l'heure, de 700 000 €, donc plutôt dans la fourchette haute, on va dire, des FASEP, mais qui nous a permis de structurer une vraie équipe, qu'elle soit sur place ou au siège de SCE en France, puisque voilà, moi j'ai été VIE 2 ans au Vietnam. On avait aussi 2 experts SCE qui ont été impliqués sur le projet assez fortement, avec des missions régulières, un directeur de projet qui aussi faisait des allers-retours assez fréquents et une équipe vietnamienne, assistante, ingénieure. Donc, qui a permis voilà, de structurer tout ça, de structurer aussi la présence de SCE au Vietnam sur cette période-là et de faire une première référence sur ce domaine dans la région qui nous a bien servi pour la suite, comme j'en reparlerai un petit peu après. On peut tourner. Donc, quelques mots sur le projet très rapidement, en fait, qui consistait à construire une canalisation d'un intercepteur à travers le district 2 d'Ho Chi Minh et puis une station d'épuration au sud-est un petit peu de la ville. Donc, un projet, on va dire, très intéressant, qu'il soit pour les Vietnamiens ou pour les Français, puisque c'est la 2e station d'épuration de cette taille-là à Ho Chi Minh, donc d'une taille conséquente, sachant qu'il y en a une 12aine en tout à construire sur la ville. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, très intéressant pour les entreprises françaises qui sont en général bien positionnées sur ce type de marché, mais qui sont d'autant mieux positionnées que les marchés sont bien préparés avec des bases de mise en concurrence claires, ce qui a été un petit peu un des axes aussi assez forts du FASEP. Donc, juste rapidement sur les montants des travaux, eux, qui se situent aux alentours de 700 millions de $, avec la grosse majorité des travaux qui consistent en la station d'épuration et la canalisation, ce qui a fait l'objet de l'étude de faisabilité, les autres composantes étant des composantes du prêt de la Banque mondiale globale sur lesquelles nous, on n'est pas intervenu directement. Donc, les intérêts de l'étude de faisabilité et ce qu'elle a un petit peu, principale conclusion, ça a été de définir clairement les charges attendues à la station d'épuration, ce qui favorise la mise en concurrence puisqu'on a, on va dire, une définition claire du projet avec des standards internationaux et des références en plus ou des habitudes assez connues des entreprises françaises. 2 lots de travaux, un pour la canalisation en FIDIC rouge, un autre pour la station d'épuration en FIDIC jaune avec 5 ans d'exploitation derrière, un process de traitement ouvert et des critères minimums pour passer la préqualification qui ont été définis dans l'étude de faisabilité. Donc ça, c'est vraiment ce qui a permis aussi derrière d'avoir un marché ouvert complètement pour les entreprises françaises avec des règles du jeu claires, des règles du jeu qu'ils connaissent, avec notamment les procédures de passation de marché. Et puis justement des procédures de passation de marché qui les intéressent aussi. On n'est pas sur des marchés complètement éclatés, on est sur des gros marchés avec de l'exploitation derrière, ce qui les avantages de ce point de vue-là, et puis des critères minimums pour passer la préqualification qui permettaient aussi d'exclure les entreprises chinoises notamment de répondre derrière, donc ce qui était un souhait à la fois du maître d'ouvrage, mais aussi un des intérêts du FASEP de pouvoir définir les bases derrière pour un intérêt français.
Donc, les principales conclusions et recommandations, donc déjà sur les retombées françaises, qui est un des points importants des FASEP. Donc, on avait le club FASEP et avec la présence, comme je le disais tout à l'heure, des principales sociétés françaises, y compris des fournisseurs un peu plus petits que les entreprises que j'ai mentionnées là, qui étaient tenus informés de l'évolution du projet, qui ont pu être présentés pour certaines directement au maître d'ouvrage, donc avoir les infos. Et voilà, qui savaient quand est-ce que ça allait sortir, qu'est-ce qui allait sortir, etc. Si on prend très concrètement sur la passation de marché, 3 des 5 groupements qui ont remis une offre pour la station d'épuration comprenaient une entreprise française. Un des 2 groupements sur le lot canalisation comprenait aussi une entreprise française et le marché de la station d'épuration pour un montant final aux alentours de 250 millions a été attribué à un groupement qui comprend Vinci. Donc, des retombées fortes et directes suite au FASEP. Bon, alors tout ça a pris quand même pas mal de temps puisque nous, on a commencé en 2009-2010. L'attribution s'est faite il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, si je ne me trompe pas. Donc, on est sur des projets importants, aussi très politiques et assez complexes avec les bailleurs de fonds, les autorités locales. Donc, voilà, tout ça prend le temps que ça prend, mais les bases ont été posées. Et puis, de notre côté aussi, ça a présenté un fort intérêt pour le développement de nos sociétés sur la région. On travaille aussi aujourd'hui toujours beaucoup au Vietnam, beaucoup sur ces questions d'assainissement et de drainage. On est intervenu depuis pour l'Agence française de développement, toujours pour la Banque mondiale. On travaille aujourd'hui sur un gros projet de la Banque asiatique, toujours à Ho Chi Minh Ville, assez similaire à celui-là. Donc, on voit que ça a vraiment pu permettre à SCE et à Groupe 8 de se développer. Ça nous a permis de construire une équipe sur place et aussi de monter en compétences en interne à SCE sur des projets de cette taille-là, qui ne sont pas forcément des projets sur lesquels on avait pu travailler en France, puisque c'était quand même une station d'épuration de taille très importante. Donc, quelques points importants sur les retours d'expérience. Donc, identifier un projet clair avec un financeur identifié. Là, c'est vrai qu'on était sur une étude de faisabilité pour la Banque mondiale. Donc, un périmètre très clair avec un financeur identifié, puisque pour la Banque mondiale, c'était même la 2e phase d'un projet qu'ils avaient déjà commencé. Sur une thématique porteuse pour l'industrie française, puisque, comme on le disait, on avait toutes les majeures françaises qui avaient un intérêt fort pour ce projet, pour la géographie. Bien les impliquer ou les impliquer autant que possible lors de la mise en œuvre du projet pour voilà, échanger des informations, même avoir des retours à certains moments sur certaines orientations, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui a bien fonctionné, notamment du fait de l'intérêt du projet pour ces entreprises-là et qui a porté ses fruits. L'intervention en amont nous semble importante puisque sur une étude de faisabilité, on va réussir à orienter, on va dire, les choix futurs et les orientations prises. Donc là, en l'occurrence, c'était important pour pouvoir asseoir les bases d'une concurrence saine, définir les contours des marchés de travaux, les modes de passation, etc. Donc, en ce sens-là, c'est assez important d'intervenir en amont sur les projets, de ne pas arriver trop tard une fois que tout ça a été acté. Et si possible, comme je le dis là, la rédaction du cahier des charges pour les travaux directement à inclure dans les FASEP. Alors, ça peut des fois amener des montants importants, ce qui était le cas en fait à Ho Chi Minh. Donc, c'est pour ça que ça n'a pas été intégré dans le FASEP. Maintenant, s'arrêter à la faisabilité, le risque principal, c'est que derrière, l'étape d'après, préparation du cahier des charges, soit confiée à une entreprise complètement différente, enfin un bureau d'études anglo-saxon ou autre, qui a une philosophie complètement différente et qui vienne remettre en cause tout ce qui a été fait avant. Donc, c'est vrai qu'avec le recul, si c'est possible d'aller jusqu'à la passation de marché ou jusqu'à la préparation des cahiers des charges, ça permet vraiment de faire passer les orientations qui ont été actées avant et d'assurer que ça aille jusqu'au bout et que le cahier des charges soit en tout cas en cohérence avec les possibilités pour l'industrie française pour se positionner par la suite. Donc là, ça a été un petit risque qui n'a pas eu de gros impacts, mais qui aurait pu en avoir. On a eu une petite crainte suite au FASEP notamment. Donc voilà. Et voilà, je remercie aussi la DGT. Je pense que pour nous, pour SCE Groupe 8, c'était un très beau projet. Pour moi, personnellement aussi, puisque ça m'a permis de découvrir l'international et j'y suis toujours aujourd'hui. Parfait. Voilà. Merci beaucoup, Romain, pour votre intervention et pour ces éléments. Je pense que c'était un très beau FASEP qu'on a financé avec vous et manifestement, les retombées ont été là. Donc, on est vraiment très content de votre input et de votre éclairage. Et effectivement, moi, si je retiens parmi les éléments, je
pense que la présence locale est toujours très utile sur les FASEP pour être au plus près du bénéficiaire local et pour vraiment l'accompagner au mieux et l'emmener dans la bonne direction sur la solution aval. On va passer aux questions-réponses. On a environ 10 minutes, donc je vais évidemment la chatbox est ouverte. N'hésitez pas à poser des questions. Il y en a déjà quelques-unes qui sont listées, enfin principalement 2. Donc je vais répondre à la première qui est sur le thème de l'appel à projet qu'on va lancer cette année. Vous n'êtes pas les premiers à poser la question. La réponse n'est pas encore enfin, je ne pourrais pas vous donner une réponse claire aujourd'hui. On brainstorm avec les membres du comité, avec l'équipe, mais ce sera toujours un thème autour du développement durable. Et l'idée, c'est que on le fasse sur un thème qui permet à une filière de se structurer à l'export. Donc, on cherche un thème qui est porteur à la fois économiquement et puis qui va attirer des entreprises innovantes. Donc, on vous reviendra, je pense, dans le prochain mois, j'espère, et on annoncera donc le thème avec l'idée que la sélection se fera après l'été. On va demander des remises de dossiers, je pense pour septembre, quelque chose comme ça, et on sélectionnera ensuite les porteurs de projets comme ce qu'on a fait cette année quelque part. Mais c'est bien un sujet 2022. Ensuite, sur la question du split entre prêt direct et crédit acheteur couvert par BPI en cas de crédit mixé. Une question de Claire Lucien. C'est une question sur laquelle j'aurais, je pense, pu passer plus de temps dans mon introduction. Le principe, c'est que les financements export, ce sont des financements privés qui peuvent être ensuite garantie, notamment par BPIAE. Donc nous, vraiment, la logique du prêt direct, c'est vraiment d'agir en subsidiarité de ce marché bancaire. Soit quand les montants sont trop faibles pour intéresser le marché bancaire. Donc typiquement, on peut intervenir en prêt direct seul sur des montants en dessous de 30 millions d'euros de prêts directs. Et puis, pour les montants qui sont plus gros, on va chercher à voir s'il est nécessaire d'avoir une part de financement avec un prêt direct parce qu'il y a besoin d'ancrer la relation commerciale dans une relation d'État à État, parce que ça permet d'avoir un traité international avec écrit ce sera une solution française qui sera financée, ou même ce sera une solution portée par l'entreprise X qui sera financée. Mais l'idée, c'est pas de financer tout le projet en prêt mixé. Nous, on commence quand il y a besoin d'avoir un prêt mixé par une quotité limitée, autour de 20%, typiquement sur les gros projets de financement export. Voilà, je pense que j'oublie aucun élément. Pardon ? Oui, et pour, pardon, je change en parallèle avec l'équipe, mais effectivement, pour les petits projets, on est en capacité à faire des prêts directs seuls quand il y a un besoin spécifique. Il y avait une question relative Ok. Il y a une question relative à la possibilité de soumettre un FASEP étude sur des adductions d'eau au Burkina Faso en ce moment, compte tenu de la situation délicate que connaît le pays. Alors, c'est une excellente question. Moi, je conseille toujours aux porteurs de projets de parler avec l'ambassade, enfin avec le service économique et puis les ambassades des projets qu'ils entendent porter pour avoir les derniers éléments quant à une capacité à accompagner des projets, puisqu'évidemment, il y a un ensemble, il y a un faisceau il y a différents prismes qui font qu'on peut aller ou pas sur un FASEP sur une géographie et évidemment dans un pays qui a connu des évolutions politiques compliquées récemment. Évidemment au Burkina, on pense au coup d'État. Il faut avoir une discussion avec l'ambassade. Donc je propose que, Monsieur Desandres, on peut s'en parler en parallèle si vous le voulez bien de ce projet pour vraiment comprendre. Est-il possible de faire une proposition spontanée de projet FASEP sans appel à projet? Bien sûr. L'appel à projet
Il est spécifiquement sur les démonstrateurs, mais on peut proposer des démonstrateurs en dehors des appels à projets. Et même, je pense que la majorité des démonstrateurs confinants sont en dehors d'appels à projets. Donc, venez nous parler, venez nous présenter le projet et on vous reçoit avec plaisir pour les regarder. Et vraiment, hein, sur les FASEB démonstrateurs, je vous encourage vraiment à avoir une solution la plus mûre possible. On veut vraiment voir derrière la logique commerciale du projet aval et l'envie du pays de disposer d'une solution technique qui est liée aux démonstrateurs. Donc, c'était la question de Monsieur Diarra. Je regarde s'il y a d'autres questions qui sont épinglées. S'il y a d'autres questions qui sont soumises. Je ne crois pas. Il resterait théoriquement 2 minutes pour poser d'autres questions. Mais si vous voulez, on peut en rester là. Pour vous remercier beaucoup de votre participation, de votre intérêt. Donc, mon équipe et moi, on est complètement à votre disposition pour échanger en centrale sur vos projets, que ce soit des FASEP ou des prêts du Trésor. N'hésitez pas à venir nous voir. Mon équipe est divisée en secteurs économiques. Donc, les adjoints sont vraiment très au fait de problématiques de chaque secteur et de notre capacité à suivre les projets selon les pays. Donc, n'hésitez pas. Et puis, rapprochez-vous aussi des services économiques qui peuvent vraiment vous éclairer sur quels sont les bons interlocuteurs en local, qu'est-ce qui est gage d'avoir une bonne prise en compte par le ministère local de l'outil de financement direct. Donc, vraiment s'assurer que notre accompagnement est un succès dans le pays dans lequel vous souhaitez vous investir. Donc, dernière question, qui pourrais-je rencontrer pour l'eau et le Burkina à la DGT à Paris? Eh bien, vous allez parler à Sarah Tepper, dans mon équipe, juste là. Voilà, Sarah Tepper, T-E-P-E-R. Mais je note votre nom et puis on pourra échanger sur votre projet. Je propose de terminer là. Encore merci et puis je vous encourage à continuer sur les autres ateliers de l'après-midi qui se poursuivent à partir de 15h. Grand merci et bonne fin de journée.